Bonjour à tous. On va faire un exposé à deux. Arnaud de la Fortelle terminera cet exposé, fera un focus sur une mobilité un peu originale, qui concerne tout ce qui est véhicule autonome. Donc moi, je vais vous parler de la thématique mobilité dans le cadre du programme Mobilité 2015 qu'on a monté sur le plateau de Saclay-Satory. Et puis donc Arnaud conclura sur la mobilité à base de véhicules autonomes. Donc un petit slide pour expliquer le contexte que vous connaissez tous. Dans nos milieux urbanisés, on souffre de congestion au niveau des routes et puis on a un coût de l'énergie qui est croissant, et donc c'est un vrai problème de société. Et de manière naturelle, on cherche à résoudre ce problème en utilisant les transports en commun conventionnels, donc les bus, les métros et RER. Et en fait, ce n'est qu'un élément de la réponse, puisque développer des nouvelles lignes de transport représente un coût d'investissement très important, on l'a vu avec le Grand Paris. D'autre part, ces transports en commun conventionnels sont moins flexibles que la voiture. Il se pose toujours le problème du dernier ou du premier kilomètre. Donc le dernier kilomètre pour rejoindre par exemple son bureau, ou premier kilomètre pour aller de sa maison à une ligne de transport. Et puis d'autre part, ces moyens de transport publics représentent un coût très important pour les collectivités. Un ticket de métro, un ticket de bus est subventionné au moins à 50% par les collectivités. Donc toute ouverture de ligne supplémentaire implique une charge supplémentaire pour les collectivités. Donc voilà pourquoi on se trouve dans une situation avec finalement peu de développement de nouvelles lignes de bus, de transport en commun, et donc un problème de mobilité au niveau de la voiture. Donc il faut trouver d'autres réponses. Alors les réponses, elles sont indiquées au niveau de ces boîtes rouges. La première, c'est d'inventer des nouvelles mobilités. Alors vous les connaissez déjà, les nouvelles mobilités auxquelles on pense, c'est tout ce qui est covoiturage, c'est l'autolib, donc les véhicules en libre service. C'est également le car sharing, c'est-à-dire le partage de voitures personnelles. Moi, j'arrive à 8 h à mon bureau et j'en pars à 18 h, et donc ma voiture est disponible. Et donc, je la mets à disposition pour un étudiant, par exemple, s'il a besoin d'aller faire une course ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est le principe du car sharing. Donc, c'est une nouvelle mobilité. On pense bien évidemment aussi au cybercar. Donc, on abordera le sujet avec Arnaud. Et puis, bien évidemment, il y a les vélos et puis la marche à pied, qui est aussi une bonne solution de mobilité. Donc ça, il faut développer ces nouvelles offres de mobilité pour résoudre ce problème. Et puis, il y a d'autres solutions. Si on met en place toutes ces nouvelles mobilités, il faut organiser tout ça. Donc il faut réfléchir à comment un voyageur multimodal va faire son parcours. Et puis il faut savoir comment aménager sur un territoire ces nouvelles mobilités. Comment je vais positionner mes stations Autolib sur un territoire du plateau de Saclay, par exemple. Et puis le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est la partie usage. C'est bien joli de proposer des nouvelles solutions, mais est-ce que les gens vont accepter ces nouvelles mobilités? Le covoiturage, par exemple, on voit que c'est une solution, mais elle a du mal à prendre. Elle marche très bien au niveau du milieu étudiant, mais je pense qu'au niveau d'autres personnes, c'est un peu plus difficile. Donc il faut travailler sur tous ces sujets, et donc c'était notre feuille de route. On a commencé le programme Mobilité 2015 fin 2010, et donc on a cherché à construire tous ces sujets et développer un démonstrateur sur le plateau de Saclay-Satory. Alors, qui sont les acteurs donc Mobilité 2015? En fait, c'est un think tank qui rassemble des acteurs très, très divers. Donc on voit il y a des industriels, donc des opérateurs de mobilité comme la SNCF, la RATP et Renault. Il y a des constructeurs automobiles comme Renault, Valeo, Continental. Et puis il y a les communautés d'agglomération, donc la CAPS, donc Paris-Saclay, le 78, le 91, l'établissement public Paris-Saclay qui a contribué, Versailles Grand Parc, 50 ans en Yvelines et Europe Essonne. Donc tous ces gens-là ont travaillé avec nous pour travailler sur ces nouvelles mobilités. Tout un ensemble de laboratoires donc ont contribué également, vous avez la liste. Et puis beaucoup de PME comme Covivo, GreenCov, qui sont des covoitureurs, D-Ways qui fait du car sharing, et Web Sheo Service dont je parlerai tout à l'heure qui propose un aménagement du territoire. Et donc tout ça, ça a donné naissance, tous ces acteurs ont donné naissance à un projet qui s'appelle Sismo 2015. Sismo, ça veut dire système de mobilité. Et donc qui a pour ambition de développer un démonstrateur sur le plateau de Saclay-Satory, donc sur toutes ces 4 communautés d'agglomération, Saint-Quentin, Versailles, Saclay et Massy, sur lesquelles on va avoir toutes ces offres de mobilité. Alors concrètement, que va faire ce projet que vous allez voir?
Donc la première chose, il va répondre à la question du voyageur, comment je fais pour aller du point A au point B en faisant autrement qu'en prenant mon véhicule personnel. Et cette réponse, elle doit être temps réel, bien évidemment. Et donc, le Sismo 2015 a pour ambition de dire, pour aller du point A au point B, tu vas d'abord prendre ton vélo, ensuite tu vas prendre la voie de bus, et ensuite il y aura un covoitureur qui t'attend, qui t'amènera au point B. Voilà, c'est un peu le type de réponse qu'on pourrait apporter. Ça, c'est le premier sujet de Sismo 2015. Le deuxième, c'est pour les collectivités. Le projet va répondre à deux questions. La première, c'est comment j'intègre ces nouvelles mobilités sur mon territoire en lien avec les mobilités conventionnelles. Et puis, comment j'organise mon offre de transport. Donc, je vous expliquerai comment on va faire. Et puis, bon, enfin, l'industrie et les laboratoires vont travailler dans l'innovation et proposer donc des nouveaux services donc, qui seront mis en place sur le territoire. Alors, le projet se résume en un seul slide que vous voyez ici. Il y a au centre ce rond bleu qui est une plateforme d'information voyageurs multimodale. Donc ça, c'est un agrégateur de l'ensemble des données de mobilité du territoire. Donc tout le projet repose là-dessus. Je collecte l'ensemble des offres de mobilité du territoire et je les rends accessibles aux voyageurs ou aux organisateurs de transport. Cette plateforme d'information voyageurs multimodale, elle est connectée, bien évidemment, au transport public. Donc elle dispose de l'ensemble des données temps réel des transports publics, RATP, SNCF, bus, etc. Et puis, il fallait créer les nouvelles mobilités sur le territoire du plateau de Saclay. Donc, on va travailler sur le carpool, le covoiturage, le car sharing, le libre-service automobile. Et ces services seront connectés à la plateforme d'information voyageurs multimodale. Le parking est aussi un élément fondamental à la mobilité, donc le parking sera connecté aussi à cette plateforme. Et puis, il faut développer aussi des outils pour simplifier donc le parcours du voyageur. Et donc, on travaillera sur les outils nomades qui fourniront l'information aux voyageurs. Et enfin, tout en bas, il y a deux volets qui sont fondamentaux. C'est travailler sur les aspects usage et modèles économiques. Il faut que les nouveaux services soient rentables et il faut qu'ils soient acceptés par le public. Donc, on travaillera sur l'aspect usage. Et puis enfin, il faut les intégrer dans le territoire. Donc, on travaillera sur l'aménagement du territoire pour ces nouveaux services. Voilà, le projet Sismo, donc c'est tout ça. Et c'est un projet donc qui a été construit et proposé à l'ADEME dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, qui a été labellisé et qui démarre donc en cette fin d'année pour 3 ans. Donc vous verrez les premiers résultats d'ici 1 an, vous verrez les premiers systèmes de mobilité se mettre en place et la plateforme d'information voyageurs se mettre en place. Alors je rentre un peu dans le détail. Vous voyez ici la plateforme d'information voyageurs, donc avec tout en haut l'ensemble des offres temps réel qui seront connectées à cette plateforme. Donc on retrouve les transports publics, le covoiturage dynamique, etc., le parking, et puis les données trafic, bien évidemment, parce que quand je veux aller du point A au point B, je veux le faire généralement de manière optimale au niveau temporel. Et donc, la couche du milieu, c'est un planificateur d'itinéraire qui, selon mes critères, me proposera le meilleur choix pour aller du point A au point B. Et enfin, la couche verte représente l'interface voyageur qui pourra être soit sur mon PC, mais de préférence sur un smartphone. Donc, j'aurai accès via un smartphone à cette plateforme d'information voyageur et en temps réel, je pourrai donc avoir une réponse à ma demande de mobilité. Alors, on va mettre en place le covoiturage dynamique. Le covoiturage actuel, il est planifié. C'est-à-dire la veille, j'essaie de trouver une personne qui va me transporter. Là, on est vraiment dans le dynamique. Donc imaginez, je pars de Polytechnique et je vais à Saint-Quentin de Yvelines. Donc j'indique à l'instant donc mon trajet. Et puis il y a une personne qui indique qu'il a besoin d'aller à Saint-Quentin de Yvelines. Il y a une mise en adéquation de l'offre et la demande en temps réel. Et puis mon navigateur dans ma voiture est connecté à un lieu de rendez-vous. Et donc de manière tout à fait naturelle, je suis guidé pour aller prendre la personne à un lieu de rendez-vous. Et le paiement se fait de manière automatique grâce à la détermination du nombre de kilomètres parcourus et puis un service de paiement automatique type PayPal. Donc, et on va créer sur le territoire des stations de covoiturage dynamique avec un design bien visible. Comme il y a des stations de bus, il y aura des stations de covoiturage dynamique qui seront des lieux de rendez-vous entre les covoitureurs et les covoiturés. On va travailler sur les parkings à haut niveau de service. Donc un parking à haut niveau de service, c'est un parking connecté à cette plateforme d'information voyageurs. Et donc j'aurai la possibilité de réserver une place de parking et
et de connaître la disponibilité des places. Et puis, sur ce parking, il y aura des stations de bus, des stations de covoiturage, des stations de vélo, des stations de véhicules en libre-service. Et on va créer 2 parkings au niveau de service sur le territoire, un à la gare RER du Guichet, et l'autre, c'est un parking qui va être créé de toutes pièces sur Satori, donc en sortie de Nationale 12, pour désengorger la Nationale 12. On va travailler aussi sur les outils nomades pour la mobilité. Vous voyez ici une petite vidéo qui montre une application voiture, mais on va faire la même chose en piéton. Donc c'est un système, on voit donc j'ai une caméra qui regarde la route et en réalité augmentée, je viens insérer des informations pour me guider. Là j'ai un fil d'Ariane qui me guide et j'affiche des panneaux stop, etc. Donc on va faire la même chose. Donc moi je serai piéton, j'aurai mon smartphone ou mon iPad et avec la caméra du smartphone et de l'iPad, je verrai la scène et j'aurai des flèches de direction qui m'indiqueront comment faire pour par exemple, passer d'une modalité à l'autre. J'accélère un petit peu. On va travailler sur l'analyse d'usage. Donc, bien évidemment, on va regarder comment les gens se comportent donc, sur leur trajet multimodal et puis regarder les critères d'attractivité des différents services et évaluer la performance de différents scénarios de mobilité. Et puis, on va travailler sur l'aménagement du territoire. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'actuellement, on ne sait pas dire où implanter, par exemple, des stations de vélo, où implanter des stations de véhicules en libre-service, et combien je mets de véhicules en libre-service à la station A, combien je mets de véhicules en libre-service à la station B. Donc, on va développer un outil logiciel de simulation et de modélisation qui permet donc de répondre à cette question-là, et donc qui permettra d'optimiser donc l'ensemble de ces services, et puis donc d'identifier s'il y a un marché potentiel pour les offreurs de services, et puis donc de valider cette proposition. Donc c'est basé sur le principe est simple. Donc on va d'abord on va créer un modèle sur le territoire, un modèle de mobilité qui sera configuré sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va reprendre les données de notre territoire au niveau classification des sols. Donc est-ce que c'est des champs, est-ce que c'est des villes, est-ce que c'est des bureaux, où est-ce qu'il y a des zones d'habitation, où est-ce qu'il y a des zones de bâtiments tertiaires, quelle est l'offre de transport et les coefficients d'attractivité entre les différents systèmes de mobilité. On va configurer notre modèle et ensuite on aura un simulateur qui permettra, en ayant en entrée les données de déplacement, donc de faire une simulation de l'ensemble de ces moyens de mobilité mis en place sur le territoire et donc de proposer un aménagement du territoire. Alors ça, c'est le projet Sismo 2015, donc, mais dans le cadre du programme Mobilité 2015, on continue, donc on a bâti cette première pierre et donc on travaille sur d'autres sujets. On va travailler sur le sujet des véhicules autonomes, on va travailler sur le pass mobilité. Donc actuellement, malheureusement, je prendrai le bus, j'aurai un ticket de métro, je prendrai mon covoiturage, je vais payer le covoitureur. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec un système, avec une interface NFC et avoir un pass mobilité, donc un seul moyen de paiement, quel que soit mon trajet. On va travailler sur l'optimisation du trafic en lien avec les transports en commun. On veut travailler sur la mobilité des marchandises. Alors, simplement, juste pour illustrer, les services qu'on avait imaginés au niveau des véhicules autonomes, un des premiers services, c'est un service en complément du service Autolib. Donc, un service où on dispose d'une fonction de voiturier automatique, c'est-à-dire moi, je réserve à une borne un véhicule, et le véhicule tout seul va venir du parking jusqu'au lieu de prise. Il va aller tout seul se recharger, il va aller tout seul se garer en optimisant l'espace au sol, donc en positionnant les véhicules les uns contre les autres. Donc ça, c'est un des premiers sujets qu'on avait proposé dans le dossier que l'ADEME n'a pas retenu malheureusement. Et on va travailler sur le redéploiement automatique de flotte de véhicules pour l'autoservice. On sait que certaines stations vont être saturées, d'autres seront vides. Donc il faut un jockey par voiture. Donc l'idée là, c'est d'avoir un véhicule conduit et les autres qui suivent de manière automatique le véhicule. Voilà, j'ai fini cette partie sur la partie Sismo. Je vais laisser la parole à Arnaud, donc qui va vous parler de tout ce qui est véhicule autonome. Je vous remercie. Merci. Je vais présenter Arnaud de la Fortelle. Il a fait ses études ici à l'École Polytechnique et après il a fait sa thèse à l'École de Pont et Chaussée. Il est directeur de laboratoire robotique de Mines ParisTech et il est aussi directeur du consortium LARA qui est la route automatisée. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit focus. Donc, Mobilité 2015 et le projet Sismo, vous avez vu, s'occupe
un peu de tout ce qui peut se faire en matière de transport et au-delà du transport, même de la mobilité. Puisque le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à se déplacer et finalement, peu importe comment on se déplace, un des moyens, c'est le véhicule automatisé. Et donc, je voudrais vous présenter un petit peu, se concentrer à la fois de technologie et aussi de problèmes que sont les véhicules automatisés. Alors, pourquoi les véhicules automatisés? C'est une question. Il y a 10 ans, donc j'étais à l'INRIA, et j'y suis toujours, avec Michel Parent, qui était un des gourous des cybercars. Et pour beaucoup de gens, Michel Parent, c'était simplement quelqu'un qui avait un peu trop regardé la guerre des étoiles, ou le 5e élément avec des voitures qui volent dans le ciel, et ce n'était pas crédible, alors qu'il y avait déjà eu des démonstrateurs. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, notamment à cause de la figure de droite. Vous voyez, c'est la Google Car, la célèbre Prius automatisée par Google, qui a parcouru plus de 300 000 km, je crois, en mode autonome ou semi-autonome. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient tout d'abord du fait que la société change à cause des technologies de la communication. On a vu dans l'exposé précédent sur la cryptographie, demain, il y aura des interfaces cryptographiques dans la voiture parce qu'elle communiquera. Et ça induit énormément de changements qu'on ne perçoit pas forcément aujourd'hui, mais le travail n'est plus du tout le même depuis qu'on a ces moyens de communication. La globalisation ne serait pas possible sans ces moyens de communication. Même la vie sociale, Facebook, etc., ont complètement changé la manière de fonctionner. Et ça va évidemment changer également notre mobilité et les moyens de transport. Donc j'ai montré ici quelques véhicules automatisés. En bas à gauche, vous voyez un véhicule américain, c'était un très gros véhicule, démontré à New York, c'était en 2009. Et là, au centre, c'est une navette de l'INRIA, vous voyez le logo INRIA, démontré à La Rochelle il y a l'année dernière, et pour lequel La Rochelle a reçu un prix. Donc vous voyez que ces développements, quand même, prennent de l'importance, puisque les villes elles-mêmes, on souligne l'intérêt en tant que développement pour une ville d'utiliser ces outils-là. Alors, évidemment, ces changements technologiques vont induire des changements en termes d'organisation, et c'est ce qui arrive dans le transport, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens aujourd'hui, vous n'avez pas d'information, eh bien, tout simplement, le transport n'existe pas. Si vous n'êtes pas capable d'y accéder sur votre mobile, eh bien, ça n'existe pas. Alors, évidemment, la technologie, je vais y venir, apporte des solutions, mais elle n'apporte de bonnes solutions que si le problème est bien défini. Alors, quel est le problème? Quelle est la question? Est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Ça fait au moins 15 ans qu'il y a des démonstrateurs. Est-ce que c'est rentable? Alors ça, c'est une bonne question, et il n'y a pas grand monde qui le sait, parce qu'il n'y a pas de service en exploitation aujourd'hui de cybercar. Mais assez probablement, on doit pouvoir trouver un moyen. Une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on a besoin finalement d'automatiser les véhicules? Après tout, mettons des conducteurs, il y a du chômage, c'est pas forcément non rentable de mettre un conducteur, ça s'appelle un taxi, et ça existe depuis des années, et ça va exister encore pendant des années. On ne va pas tuer les chauffeurs de taxi avec les cybercars. Et la réponse, c'est bien sûr, on en a besoin parce que, vous l'avez vu, des éléments de l'automatisation sont nécessaires pour développer des systèmes qui n'ont rien à voir avec les véhicules automatisés, comme par exemple la redistribution des autolibres dans Paris, ou demain dans Sismo 2015. Et bien, quand il faudra redistribuer, vous avez le choix, soit payer une personne pour redistribuer 4 véhicules, soit payer 4 personnes pour redistribuer 4 véhicules. Les coûts ne sont pas les mêmes. Est-ce que, plus généralement, des gens disent « on va tout robotiser et finalement il n'y aura plus d'emplois, c'est très mauvais ». Bon, alors je ne vais pas répondre à cette question. Moi, je suis directeur d'un centre de robotique, donc vous devinez ma réponse. Et il y en a d'autres ensuite. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que ça arrive et on ne pourra rien faire, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, évidemment, je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors, je vais vous brosser rapidement une petite vision, de façon à mieux comprendre les enjeux du problème, ce que fait la technologie, quels sont les besoins, parce qu'on peut le faire, mais on n'en a pas forcément besoin, et comment le changement pourrait survenir. Alors la technologie, il y a beaucoup d'éléments de technologie. Vous voyez là des véhicules, donc ça c'est les véhicules qu'on a dans le consortium Lara, aussi bien en haut qu'en bas, on a des véhicules classiques, thermiques, et on a aussi des véhicules totalement automatisés, électriques. Alors tout d'abord, il y a les communications, évidemment, qui seront partout. Et grâce à ces communications, en fait, tous nos véhicules, on pourra les gérer
dans le système. Et c'est vraiment ça qui est important dans les communications par rapport aux véhicules automatisés. C'est qu'on ne va pas avoir un véhicule automatisé, ça ne nous intéresse pas. S'il y avait un Autolib, ce ne serait pas intéressant. On va avoir un système qui va s'intégrer avec le reste. Et ça suit complètement les changements de la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je bouge physiquement ou est-ce que ce qui m'intéresse finalement, c'est de rester connecté avec des amis sur Internet partout dans le monde? Et donc ça, ce sera juste un support de la mobilité, d'une mobilité qui est complètement en train de changer aujourd'hui. Ensuite, il y a tout ce qui est perception. Pour que non seulement les hommes communiquent, mais que les machines communiquent, que la voiture communique avec l'infrastructure, réserve sa place de parking, réserve son site de recharge, prévienne le smart grid qu'il va falloir de l'électricité pour se recharger, etc. Il va falloir beaucoup de perception. Et donc, on va aller de la perception basique à la compréhension de l'environnement. Ensuite, on va également avoir de la planification. Vous voyez tous les thèmes scientifiques qui s'enchaînent. De la planification pour savoir quelles actions on veut entreprendre à haut niveau et à bas niveau. On va avoir évidemment le contrôle de façon à dire au véhicule est-ce que tu tournes à droite, est-ce que tu tournes à gauche. Bon, ça, ce qu'on sait faire. Également du contrôle appliqué au système, c'est-à-dire qu'il va falloir optimiser le système de façon à rentabiliser les véhicules qui vont coûter plus cher, forcément, puisqu'on mettra beaucoup de technologie dedans. Et enfin, grâce à des projets notamment comme Sismo 2015, mais d'autres qui existent, il y a le problème de l'intégration. Un vrai système de transport, ce n'est pas seulement des véhicules automatisés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, des trains, des bus et tout ce qu'on veut. Et donc, le vrai problème, il est probablement quelles sont les entités qu'on va avoir dans notre réseau et comment est-ce qu'on les contrôle. On aura des cybercars, des bus, du car sharing, des gens qui veulent bouger et il faut leur donner le vecteur de leur mobilité. Et donc, c'est en fait le vrai problème des véhicules automatisés. Ce n'est pas de faire des véhicules qui sont gentils, même s'ils sont gentils. On avait demandé à des écoliers qui avaient vu des cybercars de décrire ce que c'était un cybercar. Définition par un écolier. Un cybercar, c'est une voiture qui s'arrête quand je traverse la route. Bon, c'est des écoliers du sud de la France. Peut-être que c'est un problème plus crucial. Mais donc voilà, ce sera des véhicules sympas quand même, on l'espère. Et donc, le cybercar, ce sera une pièce dans la mobilité. Et dans le cadre des systèmes de transport intelligents et coopératifs. Et donc, avec toute la technologie que je viens de vous donner, vous voyez bien que c'est faisable, évidemment, et on va pouvoir améliorer notre système de transport. Et à travers le système de transport, améliorer notre mobilité. Donc, il y a évidemment beaucoup de travail futur, au niveau notamment de tout ce qui est coopératif, système coopératif, qui vont s'échanger. Et il y a énormément de projets qui existent. Alors, je vous avais mentionné quelques noms. Havit, qui était Highly Automated Vehicle, qui est un projet européen qui vient de se terminer, qui insistait sur la technologie automobile. Citymobile 2, qui est la suite d'un projet Citymobile, qui, lui, se concentre au contraire sur l'intégration dans la ville. C'est-à-dire qu'il va bien falloir quand même les intégrer dans la ville. Sartre, c'est un projet qui est intéressant parce que Volvo a utilisé les résultats de ce projet. Vous pouvez aller sur le site de Volvo et taper Sartre pour faire un flyers, enfin un petit film complètement promotionnel, uniquement constructeur, en masquant complètement la technologie pour montrer aux gens à quel point avoir un véhicule qui demain serait automatisé serait confortable. Et donc on voit quand même l'industrie automobile qui s'en empare comme d'un moyen, un véritable moyen pour vendre ses voitures. Et je cite le projet ITS Energy, qui est un projet de platooning pour des camions, parce que c'est au Japon. On n'est pas les seuls à s'occuper de ça. La France a un certain nombre d'atouts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le véhicule automatisé en France. Mais le Japon travaille aussi. Les États-Unis ne sont pas en reste. Et il y a des pays comme la Chine, la Corée, qui ont aussi des très gros projets. Donc c'est des choses qui arrivent. Maintenant, il y a quelque chose qui va considérablement ralentir l'expansion de ces systèmes, c'est que si la technologie change très vite, la société, elle, change en fait beaucoup moins vite. Et que l'intégration dans les villes, eh bien, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'elle va se faire. On pourrait penser que c'est le gouvernement qui va imposer des normes, puisqu'il y a des questions de sécurité routière, donc de normes, de conventions de Vienne, donc des choses légales. Mais on a des gens comme Google qui s'y intéressent. Puis Google n'a pas envie d'attendre probablement 20 ans avant de déployer des véhicules automatisés. Ce n'est pas son échelle de temps. Est-ce que ce sera des constructeurs automobiles? Et la question n'est pas complètement naïve. Aujourd'hui, Google peut racheter Peugeot sans aucun problème. Ça lui prendra quelques mois de bénéfices, pas plus. Et donc, on arrive à la gouvernance et à ce qu'on veut.
Et d'où mon message, la technologie va permettre de faire énormément de choses, et c'est vrai qu'ici, avec l'aide de Digiteo, où on développe un certain nombre de projets, on est concentré sur la technologie, mais il y a beaucoup de problèmes autres de gouvernance qui se posent, et il va falloir que la société se décide pour savoir comment résoudre ce défi, non seulement du point de vue de la technologie, mais comment intégrer cette technologie dans les moyens de transport, dans les systèmes de mobilité et en fait, plus généralement, dans la vie sociale en général. Donc, ça c'est mon dernier mot, pour dire que j'aimerais bien avoir un futur, effectivement, qui soit automatisé, parce que ce serait très confortable de pouvoir se déplacer en lisant le journal ou en téléphonant à sa famille sans risquer de se faire retirer des points à son permis. On pourrait presque dire boire ou conduire, il ne faut plus choisir, mais ce serait peut-être pas très bon pour la santé publique. Et également coopératif. Voilà. Et puis, ce qu'on peut faire en étant plus coopératif, c'est peut-être éviter ce genre de situation quand même très classique, quand tout le monde pense la même chose. On a eu la même image tout à l'heure. Et donc, on pourrait faire des choses peut-être plus intelligentes que ça. Donc, je vais laisser maintenant Jean-Marc conclure sur donner une perspective sur l'Institut VDCOM. Donc, dernier slide, donc, pour parler un peu du futur. Donc, on a parlé de l'IRT Systemix. Donc, il s'est monté également un IED qui s'appelle VDCOM, donc, qui est sur Satori, donc, qui a été monté par Renault, PSA, Valeo, Continental, Veolia, etc. Donc, donc VDCOM va travailler donc, à la fois sur le véhicule électrique, sur les véhicules automatisés et sur la mobilité. Donc la suite de toutes ces activités dans le domaine de la mobilité, on va les intégrer plus ou moins donc, dans l'IED VDCOM. Donc je voulais simplement mentionner, je pense que c'est quand même important qu'on retienne également qu'il y a ce nouvel outil qui existe donc, sur notre territoire. Voilà, je vous remercie. Et à vous deux, est-ce qu'il y a des questions? Un temps pour quelques petites questions. La partie véhicule du futur qui était dans le projet Sismo, elle va pouvoir se développer dans VDCOM? Vous m'entendez? Oui. Oui, donc, moi, je suis passé très vite, mais dans VDCOM, il y a 3 sujets qui vont être abordés. Donc, le premier sujet, c'est le véhicule zéro émission, zéro accident, etc. Donc, le deuxième volet, c'est la mobilité de manière générale, comme je vous l'ai présenté dans Mobilité 2015. Et puis, le troisième, c'est le véhicule autonome. Donc, on va travailler sur ce sujet. Donc, Arnaud va travailler avec Renault, PSA, Valeo sur ce sujet du véhicule autonome. Oui, et de façon très concrète, VDCOM souhaite démontrer dès l'année prochaine un véhicule autonome. Donc les choses vont quand même très vite. Autre question? Moi, ça marche ça? Oui. J'ai une question pour relier avec l'exposé de Graham Steele, c'est que ce que ça montre un peu, ce qu'il a montré, c'est que la crypto, c'est vraiment terrible à intégrer dans des produits. Et là, on voit bien qu'avec des voitures qui vont rouler toutes seules, interconnectées à un réseau dont vous avez dit vous-même que les frontières seront floues, etc., on imagine bien que ça va être hackable, ça va être hacké de tous les côtés. Enfin, c'est quelque chose qui peut venir très naturellement. Donc, voilà, je voulais souligner ça. Alors, pour ce qui concerne la sécurité informatique, effectivement, des véhicules automatisés, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a déjà des nombreux systèmes automatisés qui existent aujourd'hui. La ligne 14 est automatisée. Il y a certainement des gens qui se sont dit pourquoi ne pas la hacker, et pourtant, aujourd'hui, ça n'est pas un problème. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus ouvert, mais qui sera aussi très certainement très hiérarchique. Il y a certaines fonctions auxquelles personne n'aura le droit d'accéder, qui seront du domaine du constructeur automobile. Donc, vous n'accéderez pas au contrôle moteur avec votre smartphone. Ensuite, il y aura des interfaces successives pour permettre le contrôle. Maintenant, ce qui est évident, c'est que votre véhicule coopératif, il prendra en compte les trajectoires des autres véhicules avec un certain degré de confiance. En revanche, il faudra toujours s'assurer, et ça c'est des problèmes de recherche, s'assurer que même si le véhicule à côté n'est pas aussi sûr qu'on le pense, il puisse se mettre dans un mode sûr. Maintenant, je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que
dans la théorie des jeux, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit méchant. Donc la problématique de la sécurité routière est très différente de la problématique de la cryptographie. Puisque si jamais je dois circuler et que je pense que tout le monde est mon ennemi, il faut que je grimpe à un arbre, grosso modo, parce que je ne pourrais plus rien faire. Si je me dis que dans l'assemblée, tout le monde me veut du mal, je vais vite courir pour échapper. C'est la même chose sur la route. Et donc, il y a une question de confiance dans le fait que les autres respectent les règles à peu près, qui est assez difficile à définir. Je voudrais compléter, je pense que c'est une bonne question. On a beaucoup travaillé sur la partie automatisme, et la partie sûreté de fonctionnement a relativement été peu travaillée, et donc il faut vraiment, je crois que l'étape suivante, c'est qu'on travaille sur l'architecture système pour garantir une sûreté de fonctionnement de ces systèmes-là, parce qu'on ne mettra jamais sur la route un véhicule qui roule tout seul si on ne sera pas capable de démontrer un minimum de sécurité. Donc il y a une recherche à faire à ce niveau-là, ça c'est sûr. Bonjour. Ouais, donc 2 secondes, juste pour dire, le hacker n'est pas celui qu'on croit. On peut imaginer une bande de galopins de 6e qui ont bien compris que la voiture va s'arrêter lorsqu'ils vont traverser la route et qui va, assorti de l'école, à 17h, va mettre le bazar dans la ville, quoi. Donc voilà, le hacker, enfin l'ennemi, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre le système en défaut, c'est pas, voilà, donc c'est pas trop qui c'est. Autre question là-bas. Bonjour. Alors, vous avez parlé de la problématique du premier et dernier kilomètre, et en même temps, vous avez parlé de centraliser tous les véhicules dans un même parking, vélo, Autolib et tout. Donc, est-ce que ça va ensemble, d'avoir d'un côté tout qui est centralisé Non, en fait, l'idée, c'est bien qu'il y ait des dizaines et des dizaines de parkings dits à haut niveau de service sur le territoire. Donc, le parking étant considéré comme une station relais. Donc c'est pas centralisé, au contraire, il y aura, malheureusement, dans un projet de démonstration, on ne développe que 2 parkings au niveau de service, mais l'idée, bien évidemment, c'est dans le futur, c'est de faire un vrai maillage avec énormément de parkings au niveau de service de manière décentralisée. Est-ce que du coup, on pourrait avoir des véhicules qui viendraient chercher des gens chez eux ? Des gens en mobilité réduite qui n'auraient pas l'occasion d'aller justement dans ce genre de plateforme, qui remplaceraient les taxis en gros. Oui, c'est un des services qu'on aimerait développer. Je vous ai parlé tout à l'heure du service voiturier automatique. Donc c'est un des premiers services auxquels on pense au niveau de la fonction de véhicule autonome. Mais bon, il y a la techno, et puis la sûreté de fonctionnement, les aspects juridiques, voilà. Donc on pense pouvoir faire ces premiers démonstrateurs avec des voituriers qui roulent à moins de 5 km/h dans des zones bien protégées. Voilà. Donc on est loin d'avoir un système qui prendra la route tout seul avec d'autres usages, et ça c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a des discussions justement pour voir l'utilité d'avoir des véhicules automatiques plutôt que, comme vous avez dit tout à l'heure, des chauffeurs, des taxis qui iraient chercher des personnes? Ou pour l'instant on fait que développer et ensuite on va réfléchir, est-ce qu'il y a une utilité à ça Alors le débat entre véhicules automatisés et taxis, c'est le problème du système globalement. Le coût à l'usage d'un véhicule automatisé serait bien inférieur à celui d'un chauffeur de taxi. On économise quand même un salaire, et c'est quand même un élément important du coût d'un système. Maintenant, il y a, dans le cas de personnes à mobilité réduite, c'est un service aussi à leur apporter d'avoir quelqu'un qui puisse les aider, parce que si la personne a des valises à prendre ou n'importe, c'est pas le véhicule automatisé qui ira grimper jusqu'au 5e pour aller chercher la valise. Donc là, un chauffeur fait beaucoup d'autres choses que simplement conduire son véhicule. J'ai une dernière question, je profite. Quel est plus difficile, une voiture automatique ou une voiture avec un partenariat entre l'être humain et la voiture? Alors pour moi, c'est clairement la voiture automatique. Le plus compliqué est de s'interfacer, non pas avec une personne, mais avec n'importe qui. Et ça, c'est très compliqué. Ok. Bon. Une dernière question? Excuse-moi. Oui, qu'en est-il des externalités? Parce que je pense que c'est ça qui vous permettrait d'être plus facilement financé. Je songe à 2 choses. Premièrement, s'il y avait un peu moins de voitures, il y aurait beaucoup moins de bouchons. On irait tous plus vite. Deuxièmement, s'il y avait beaucoup moins de bouchons, on serait moins asthmatique.
mais je ne pense pas que vous pouvez mesurer ça. Hein. Et donc, quel est le rapport entre ce travail et le reste de la société? Parce que là, vous avez besoin de mesurer pour convaincre. Ou de modéliser, au moins. Ben, est-ce que vous êtes capable de modéliser les effets de bord de ça sur la société en général? J'ai donné 2 exemples, alors je vais en donner un 3e, c'est le chauffeur de taxi, s'il n'y en a pas, il sera au chômage, est-ce que c'est plus cher, moins cher? Ou il y a moins de voitures qui roulent, donc il y a moins d'asthmatiques, donc il y a moins de malades. Et ça bénéficie économiquement à la société en général. Alors, je pense que les effets de bord, on ne les verra pas arriver, parce que les vrais effets de bord, ils sont extrêmement imprévisibles. Qui aurait imaginé que grâce aux communications, on passerait 1 heure ou 2 heures à répondre à des mails chaque jour en faisant diminuer la productivité par certains aspects? Ça, c'est un effet de bord. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que le mail fait gagner de la productivité? Et dans un certain nombre de cas, la réponse est non, alors que ça devrait. C'est pas évident, c'est parce que ça devient massif. Hein. Ensuite, c'est la même chose pour la communication avec les personnes. Il y a beaucoup d'effets de bord en termes de réseaux sociaux, hein, sur les amis virtuels, sur les adolescents aujourd'hui, qu'on ne mesure pas encore. On n'est pas bien sûr de savoir ce que ça signifie. Les cybercars, à vrai dire, n'ont pas vocation à remplacer tous les véhicules tout de suite. Peut-être que dans 50 ans, 70 ans, oui. Mais la part de marché des cybercars, quand vous voyez les projets, sachant qu'en plus cette partie-là n'a pas été financée tout de suite, avant que ça atteigne 1% des véhicules, 1% des véhicules, ça ferait quand même en France 300 000 cybercars. On en est très 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 loin. Donc, avant d'avoir un réel impact, par exemple sur le trafic, il faudra atteindre ces chiffres-là. C'est-à-dire en dessous de 1%, ça va être quand même très très négligeable. On n'y est pas du tout tout de suite. Donc je ne pense pas du tout que ce soit le problème aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des modèles, mais pas pour les effets de bord. En dehors donc, des véhicules autonomes, je vous ai expliqué qu'on avait travaillé avec une société qui s'appelle Web Geoservice, donc travailler sur le développement d'un simulateur d'aménagement du territoire en termes de mobilité. Donc grâce à cet outil, on pense voir, et grâce aussi à des mesures terrain, parce que dans un modèle, il y a des paramètres à fitter en fonction de quelle est l'attractivité du covoiturage par rapport à sa voiture personnelle, par exemple. Donc ça, c'est des paramètres qu'on va mesurer sur le terrain. Donc grâce à ce simulateur, on va pouvoir, on le pense, voir l'impact. Si on met beaucoup d'énergie, par exemple, sur le covoiturage, voir l'impact que ça pourra avoir sur notre territoire en termes de trafic. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir d'ailleurs ce simulateur-là, c'est que finalement, si on met 1 euro pour développer tel service, combien je vais gagner par ailleurs au niveau du trafic routier. Donc c'est un des éléments de réponse qu'on souhaite avoir grâce à ce projet Sismo 2015. Bon, merci beaucoup pour les présentations.